La gloire de mon père de Marcel Pagnol, les Bartavel. Je décidai qu'il fallait d'abord m'orienter. Mon père m'avait dit 100 fois, si tu regardes le levant bien en face, le couchant est derrière toi. À ta gauche, tu as le nord. À ta droite, le midi. C'est simple comme bonjour. Eh oui, très simple. Mais où était le levant? Je regardais le soleil. Il avait quitté le milieu du ciel, et comme je savais que midi était passé, je fus assez content d'avoir découvert le couchant. Je lui tournai donc le dos. J'étendis les bras, et j'affirmai à haute voix, à ma droite le midi, à ma gauche le nord. Après quoi, je m'aperçus que, faute d'un point de repère, cette merveilleuse connaissance ne pouvait me servir à rien. Dans quelle direction était ma maison? Ces maudits ravins m'avaient fait faire un grand nombre de détours. Je fus absolument découragé, et d'un découragement si profond et si désespéré que je décidai de jouer à autre chose. Alors me revint en mémoire une phrase que mon père répétait souvent, et qu'il m'avait fait copier plusieurs fois quand il me donnait des leçons d'écriture, cursive, ronde, bâtarde. Il n'est pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Il m'en avait longuement expliqué le sens, et m'avait dit que c'était la plus belle phrase de la langue française. Je la répétai plusieurs fois, et comme par une formule magique, je sentis que je devenais un petit homme. J'eus honte d'avoir pleuré, honte d'avoir désespéré. Je m'étais perdu dans la colline, la belle affaire. Depuis mon départ de la maison, j'avais presque toujours monté des pentes assez raides. Je n'avais qu'à redescendre, et je trouverais certainement un village, ou du moins une route civilisée. Je me répétais la phrase magique, et je bondissais par-dessus les cadres et les genévriers. Sur ma droite, le soleil commençait à rougeoyer derrière des écharpes de nuages, comme sur les boîtes de confiserie que donnent les tantes à la Noël. Je courus ainsi plus d'un quart d'heure. En me retournant, je constatai que j'avais parcouru au moins 1 kilomètre et que je ne voyais plus les 3 ravins engloutis dans l'immense plateau. En revanche, du côté du couchant, il me sembla distinguer la rive opposée d'un vallon. Je m'approchai d'un pas de promeneur, pour économiser mes forces, avant de reprendre ma course. Oui, c'était bien un vallon, qui se creusait à mesure que je m'approchais. J'étais encore à 50 pas du bord de la barre, lorsqu'une détonation retentit, puis 2 secondes plus tard, une autre. Le son venait d'en bas. Je m'élançai, bouleversé de joie, lorsqu'un vol de très gros oiseaux, jaillissant du vallon, piqua droit sur moi. Mais le chef de la troupe chavira soudain, ferma ses ailes et, traversant un grand genévrier, vint frapper lourdement le sol. Je me penchai pour le saisir, quand je fus à demi assommé par un choc violent qui me jeta sur les genoux. Un autre oiseau venait de me tomber sur le crâne, et je fus un instant ébloui. Je frottai vigoureusement ma tête bourdonnante. Je vis ma main rouge de sang. Je crus que c'était le mien, et j'allais fondre en larmes, lorsque je constatai que les volatiles étaient eux-mêmes ensanglantés, ce qui me rassura aussitôt. Je les pris tous deux par les pattes, qui tremblaient encore du frémissement de l'agonie. C'étaient des perdrix, mais leur poids me surprit. Elles étaient aussi grandes que des coqs de basse-cour, et j'avais beau hausser les bras, leur bec rouge touchait encore le gravier. Alors mon cœur sauta dans ma poitrine. Des Bartavel, des perdrix royales. Je les emportai vers le bord de la barre. Comme je traversais péniblement un fourré d'argiras,
j'entendis une voix sonore qui faisait rouler les airs aux échos. C'était celle de l'oncle Jules, voix du salut, voix de la providence. Mais non, Joseph, mais non, il ne fallait pas tirer, elle venait vers moi. C'est vos coups de fusil pour rien qui les ont détournés. J'entendis alors la voix de mon père, que je ne pouvais pas voir, car il devait être sous la barre. J'étais à bonne portée, et je crois bien que j'en ai touché une. Allons donc, répliqua l'oncle Jules avec mépris. Vous auriez pu peut-être en toucher une, si vous les aviez laissés passer. Mais vous avez eu la prétention de faire le coup du roi, et en doubler. Vous en avez déjà manqué un ce matin, sur des perdrix qui voulaient se suicider. Et vous l'essayez encore sur des baltavelles, et des baltavelles qui venaient vers moi. J'avoue que je me suis un peu pressé, dit mon père d'une voix coupable. Mais pourtant, dit l'oncle d'un ton tranchant, vous avez bel et bien manqué des perdrix royales, aussi grandes que des cerfs-volants, avec un arrosoir qui couvrirait un drap de lit. Le plus triste, c'est que cette occasion unique, nous ne la retrouverons jamais. Et si vous m'aviez laissé faire, elle serait dans notre carnier. Je le reconnais. J'ai eu tort, dit mon père. Pourtant, j'ai vu voler des plumes. Moi aussi, ricana l'oncle Jules. J'ai vu voler de belles plumes qui emportaient les Bartavelles à 60 à l'heure jusqu'au haut de la barre, où elles doivent se foutre de nous. Je m'étais approché, et je voyais le pauvre Joseph. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveusement une tige de romarin et hochait une triste figure. Alors, je bondis sur la pointe d'un cap de roche qui s'avançait au-dessus du vallon, et, le corps tendu comme un arc, je criai de toutes mes forces. « Il les a tuées! Toutes les deux! Il les a tuées! » Et dans mes petits poings sanglants, d'où pendaient 4 ailes dorées, je haussai vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant.